Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. C'est le moment On présent. ne s'agite pas. Ouais, c'est vrai. Alors là, elle s'agite. Voilà. Clairement, elle s'agite parce qu'elle fait des podcasts. Alors, elle est chroniqueuse. Enfin, elle était chroniqueuse dans une radio, bien sûr, concurrente à Arvada. Et alors, là, maintenant, on va voir son podcast qui s'appelle « Au bénéfice du doute ». J'ai hésité à porter plainte. Je ne connaissais pas son nom, juste son prénom. J'aurais pu retrouver visuellement son adresse. J'avais son numéro de téléphone. Mais à cette époque-là, j'avais peur. J'avais peur des représailles. Je me suis dit, si je porte plainte, déjà, est-ce qu'on va me croire ? Sachant que, à l'époque, les lois n'étaient pas vraiment en faveur des femmes qui sont violées. On m'aurait dit, vous l'avez suivi, vous étiez totalement consentante, vous aviez 18 ans, donc majeure, donc il y aurait eu un non-lieu, ça c'est certain. Donc je me suis dit, non, je vais pas porter plainte, et puis j'avais surtout peur qu'ils viennent chez moi, qu'ils me retrouvent, et qu'ils se vengent, ou qu'ils me tabassent, ou pire encore. Donc je me suis dit, je préfère ne pas porter plainte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'au bénéfice du doute ? Eh bien, au bénéfice du doute, c'est un podcast. Déjà, merci de m'accueillir parce que ça me Avec fait, grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour en parler. Donc, c'est un podcast. Si je dois reprendre la genèse, voilà, de comment est-ce que j'ai eu l'idée de ce podcast. Initialement, moi, je suis marseillaise, donc voilà, ça ne s'entend pas. Non, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend plus. Mais vous allez peut-être comprendre pourquoi mon accent marseillais s'est gommé, parce que je suis venue sur Paris pour faire du théâtre. Voilà. C'est obligé, là, c'est sûr. Donc, ça fait pas très longtemps que je suis ici, ça fait 5 ans. Voilà, je faisais du théâtre, mais plus précisément de l'humour, donc du stand-up. Donc, c'est quand on s'adresse au public pour essayer de les faire rire à travers des blagues qu'on écrit. Donc, voilà, pendant 2 ans, j'ai fait une école qui s'appelle l'école du One-Man Show, qui se trouve à Pigalle. Ah oui, je connais. Et voilà, l'école du One-Man Show. Oui. Ah voilà, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui passe par cette école. Ah, on est Montmartre 3. Oui. Oui, en effet. Ouais. Et donc, parallèlement à ça, quand j'ai débarqué à Paris, je faisais des petits castings. Voilà, c'était plus souvent des castings pour être figurante dans des courts-métrages étudiants. Donc voilà, c'était bénévole, juste pour que mon ombre apparaisse. Donc c'était pas des choses très sympathiques, quoi. Et puis finalement, au bout d'1 an, j'ai eu mon premier casting professionnel. Donc j'ai joué, j'ai eu mon premier cachet d'intermittente. Voilà, donc j'étais ravie. Et c'était quoi C'était des vidéos, c'était des petites vidéos humoristiques, des publicités en fait. Voilà, pour une petite entreprise. Très bien. Et donc, le réalisateur avec qui j'avais travaillé cette fois-ci m'a dit, c'était super, maintenant, j'aimerais bien que tu passes un casting pour un autre projet. Voilà, donc rendez-vous tel jour, telle heure. Et pendant ce casting, j'ai été agressée sexuellement par cette personne. Voilà, c'est un bon moyen de plomber l'ambiance. D'accord. Voilà, sans transition. Donc voilà, ce jour-là, je suis agressée et donc je prends conscience de la nature des faits les jours qui suivent l'agression. Et je me dis, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est une agression sexuelle. Enfin voilà, les mots sont difficiles à mettre sur des situations qu'on n'a jamais vraiment vécues. Et puis finalement, je décide de porter une main courante, s'ensuit tout un parcours psychologique, voilà, j'ai été suivie, accompagnée avec une psychologue, et après ça j'ai porté plainte, et je vais vous passer tous les détails et les méandres des procédures judiciaires, mais le procès a eu lieu l'année dernière. Ah oui, d'accord. Donc c'était en mars 2022, ouais. Et mon agresseur a été relaxé au bénéfice du doute. Voilà, donc d'où le titre du podcast. D'accord. Donc voilà, Tout ça pour ça, ce combat pour ça. Donc en effet, je sors de là, je me sens complètement démunie, abandonnée par la justice française, trahie, abîmée. Voilà, je savais pas comment m'en remettre et je me suis dit au fil des semaines, il faut que je fasse quelque chose en fait de cette décision de justice. Je peux pas rester comme ça les bras croisés parce que ce que j'ai vécu, on est des milliers d'autres femmes à le vivre en fait.
Donc voilà, la personne qu'on a entendue tout à l'heure en vidéo, là, c'est la première personne que j'ai interrogée. Voilà, donc c'est le premier épisode du podcast qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc elle exprime les raisons pour lesquelles elle n'a pas porté plainte. Donc on lui aurait dit qu'il y aurait eu un non-lieu, qu'elle était majeure, donc consentante. Voilà, toutes ces raisons-là qu'on entend qui dissuadent finalement les victimes de porter plainte. Et ça... Ce qu'elle raconte, ça s'est passé dans les années 90. Ça n'a et pas force est changé, de constater que nous sommes en 2023 et les choses n'ont toujours pas changé. J'ai amené les chiffres avec moi pour que ce soit plus parlant. Donc, on estime en France donc, qu'il y a 94 000 femmes qui sont victimes de viols chaque année. Il y en a 12% qui ont porté plainte et parmi ces 12%, il y en a 70% pour lesquelles les plaintes sont classées sans suite. C'est pas qu'elles abandonnent, c'est que c'est classé sans suite. Exactement. D'accord. Pour 70% des 12%. Donc c'est vraiment une infime partie de ces personnes-là qui portent plainte. Et donc du coup, l'utilité pour moi de ce podcast, c'est vraiment d'essayer de croiser les témoignages, déjà que les personnes s'expriment, parce que c'est important de prendre la parole sur ce sujet quand on a vécu ça. C'est important aussi d'obtenir des conseils. Moi, dans mon parcours judiciaire, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir. Si je pouvais remonter en arrière, voilà, il y a plein de choses que j'aurais modifiées, que j'aurais fait autrement. J'aurais choisi un autre avocat. Enfin, voilà. Toutes ces petites choses-là, j'ai envie de les partager et j'ai envie que les personnes à qui je donne la parole partagent elles aussi leur parcours et les conseils qu'elles peuvent offrir du coup aux autres personnes victimes et aux autres personnes qui sont alliées, on va dire, parce que malheureusement, quand on commence à parler, on se rend compte qu'il y a plein d'autres personnes de notre entourage qui sont concernées. Donc voilà, comment les écouter, comment les accompagner. Nous, en tant que victimes, du coup, on peut aider les personnes accompagnantes à essayer de mieux accompagner les autres. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais il y a une chose quand même qui me gêne un peu, c'est que tout ce qu'on peut faire, ça semble vain. Donc, je pense qu'il faut d'abord ne pas se considérer comme une victime. Et pour ne pas se considérer comme une victime, il faut commencer déjà par le plus petit âge, et dès la maternelle, apprendre un certain nombre de choses qui vous feront réagir différemment et qui changeront les choses, parce qu'il arrive un moment où toutes les mesures qu'on prend ne servent à rien. Donc c'est à l'école, à la maternelle, qu'on doit dire une femme, un homme, il y a des différences, parce que je tiens à ma différence, mais il y a les mêmes droits. Comment ? Les mêmes droits. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Et justement, il y a des choses qui sont prévues par la loi, mais qui ne sont pas appliquées. Comme par exemple, normalement, en France, ça devrait être... La loi oblige 3 séances par an, par classe, sur l'éducation sexuelle, ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, et donc qui permettrait de faire de la prévention, en fait. Oui, mais là même les parents s'y opposent, parce que dans leur subconscient... Ces séances n'ont pas lieu. Voilà, dans leur subconscient, pour eux, ils n'ont pas eu cette éducation-là. Donc, sexuelle, à la maternelle, ils vont accuser l'institutrice de maltraitance, il va y avoir un scandale. Donc, c'est vraiment très important de choisir ses mots et dès l'enfance, vraiment, de commencer, parce que sinon, on n'en sortira pas. Et parler de consentement, en fait. Qu'est-ce que c'est le consentement, le non-consentement ? Qu'est-ce que c'est le consentement et apprendre même à un enfant, même du coup un petit garçon, parce que malheureusement c'est... il y a beaucoup de petits garçons, il y a les chiffres... voilà, mais du coup, plus tard ça donne malheureusement des hommes qui sont les principaux agresseurs. On parle beaucoup de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes. Mais apprendre, je pense aussi le consentement sur soi en tant qu'homme, c'est aussi l'apprendre sur les autres, et en tant qu'homme, en tant que petit garçon. Donc oui, il y a un réel problème dans l'éducation. Et sur les hommes, on n'en parle pas parce qu'on considère que si un homme s'est fait violer, après tout, il avait qu'à
elle sera un homme et puis se défendre et pas être. On le dit pour les femmes aussi, malheureusement. Oui, mais et pas être un homosexuel. Ça aggrave encore la faute. Il y a 2 pénalités. Hein. Donc, non, c'est dès l'enfance, ça. Sinon, on ne pourra rien faire. L'éducation. Ah oui. Mais c'est vrai, c'est toujours. Et alors, comment est-ce que tu castes tes intervenantes alors du coup? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui a évolué au départ. Un peu. En fait, moi, j'ai été victime d'agressions sexuelles. Et déjà, il y a un problème dans les définitions où il y a plein de personnes qui ne savent pas ce qu'est véritablement une agression sexuelle et qui confondent avec le viol ou alors qui... Oui. Voilà. Donc, je voulais uniquement des personnes victimes d'agressions sexuelles. Et puis, finalement, j'ai reçu des personnes qui voulaient témoigner et qui avaient été victimes de viol. Et c'est une démarche tellement qui coûte tellement émotionnellement que de vouloir témoigner que je me suis dit je ne peux pas refuser de prendre ces témoignages-là en fait. Donc finalement, actuellement, même les personnes qui sont victimes de viol, qui ont eu des procédures judiciaires ou pas, voilà, je les accueille et je leur donne le micro pour qu'elles prennent la parole. Qu'est-ce que ça leur fait de s'exprimer ? Eh ben, je pense que à la fois ça leur fait du bien parce qu'elles en parlent, mais voilà, il y a quand même, il faut le dire, ça remue des choses. Voilà, ça n'est pas que libérateur, c'est aussi émotionnellement ça coûte. Ça peut aussi jeter l'opprobre et puis ça peut aussi révéler de certaines culpabilités. Enfin, les sentiments sont très variés. Hein. Oui, en effet. Oui, et c'est pour ça que du coup j'ai reçu un tas de personnes qui m'ont envoyé des messages me disant qu'elles voulaient témoigner. Voilà, donc moi, je leur envoie ensuite la marche à suivre, la procédure de comment ça va se passer, on s'appelle, etc. Puis après, on convient d'un rendez-vous où là, on enregistre. Et il y a plein de personnes qui ne m'ont jamais répondu à ce message-là et je ne les ai pas relancées. Il faut du temps et peut-être qu'elles ne le feront jamais. Et voilà. Donc, il faut respecter aussi voilà, il y a plein de gens qui ne veulent pas s'exprimer sur ce sujet et c'est pas grave, en fait. Voilà, on n'est pas obligé d'en parler si on a vécu ça. Si je peux me permettre, je travaille avec une jeune auteure qui est au Cameroun. Et le titre de son film, d'ailleurs, c'est Psychiatrice. Donc, c'est Psychiatrice parce que justement, c'est une histoire d'agression sexuelle, d'inceste, de viol dans la famille, cachée par la mère. C'est une histoire assez... c'est difficile quand même. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis pratiquement 4 ans et demi. D'accord. Donc il a fallu du temps. Ouais. Bon, j'avais perçu qu'il y avait... c'était pas juste une histoire imaginée. Ouais. Donc, et là, il fallait prendre le temps justement pour trouver les bons mots, trouver... la bonne structure, le bon moyen de faire passer le message, parce que le but, justement, c'est de pouvoir mettre à l'image ces sujets qui sont encore tabous. Oui. Et puis aussi le fait que quand on a suivi tout ça, on doit être suivi. Mais être suivi, pour beaucoup dans ces pays-là, c'est être fou ou être malade mental, alors qu'on est en souffrance. Il n'y a pas que dans ces pays. Je comprends parfaitement. C'est souvent un réflexe d'enfermer des femmes qui se plaignent d'avoir été violées. Exactement. La femme est une sorcière. La femme est une sorcière, c'est bien connu. Ah oui, mais c'est ça. Mais bien sûr. C'est vrai. L'histoire des sorcières, D'accord. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut l'écouter ? On s'abonne ? Comment ça se passe ? Oui, vous pouvez vous abonner ou pas. Hein, c'est pas une obligation, mais vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes d'écoute traditionnelles, si on peut dire ça comme ça. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes, voilà. Ou alors il y a même un lien qui est sur Instagram. Si jamais vous n'avez pas les plateformes d'écoute concernées, vous pouvez. Voilà, c'est comme un site internet en fait où on clique dessus et l'audio s'enclenche. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses faites par l'Éducation nationale ou des associations
pour justement sensibiliser les écoles maternelles dans un programme d'instruction civique sur ce sujet avec des termes non choquants et qui ne choquent pas les parents quand même, qui sont des personnes très importantes. Oui, bien sûr. C'est justement les 3 séances dont je vous parlais tout à l'heure qui sont censées être mises en place, mais du coup qui ne le sont pas. Voilà, il y a eu il y a Mediapart qui a recensé pour essayer de voir si c'était vraiment mis à... C'est pas une priorité alors. Non, voilà. Donc ça veut dire que c'est pas mis en place. Voilà. Et, que le problème vraiment problème persiste, ne veut pas être résolu parce qu'il n'est pas... Il n'est pas traité à sa juste place. Ouais. Et donc, est-ce que, toi, tu vois juste ce pan-là ou tu as envie de développer d'autres choses en lien avec la libération de la parole, finalement le pan éducatif, tu veux dire pas spécialement, non. Là, en l'occurrence, on a parlé du plan éducatif avec la personne qui s'appelle Sarah dans le premier épisode qui a vécu des violences sexuelles quand elle était enfant par d'autres enfants, qui étaient adolescents. Donc on a parlé de ça à ce moment-là, mais non, de toute façon, les violences sexuelles, malheureusement, dans tous les domaines, à tous les âges, on en vit dans tous les milieux, donc voilà, il n'y a malheureusement aucune limite à ça. Donc, Et alors, comment on fait pour accueillir cette parole-là, justement, et qu'est-ce qu'on en fait après ? Oui, là encore, c'est une très bonne question, parce que on entend des choses, j'entends des choses, du coup, qui sont quand même assez... dramatiquement douloureuses, qui sont dures, qui sont violentes. Donc, je pense que je me sentais prête à accueillir cette parole. Je n'ai aucune formation en psychologie, donc ça, je tiens à le préciser aussi. Donc, simplement, on écoute. De toute façon, j'ai vécu quelque chose de difficile aussi. Donc, il y a une certaine empathie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais entre victimes, on se comprend. Donc, il y a une certaine confiance qui se met en place, finalement. On sait qu'on parle à quelqu'un qui a vécu la même chose, qui nous comprend, qui ne remettra pas en cause notre parole, en fait. Qui ne jugera pas. Le jugement, exactement. Qui ne. Il va pas lui dire, mais en fait, tu étais en jupe. Oui, voilà, exactement. Mais tu te trimballais en pleine rue à minuit, hein ? Et après, tu t'étonnes. C'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est souvent dans l'inconscient collectif, on croit que c'est au détour d'une ruelle qu'on se fait agresser, alors qu'il y a 90% des victimes qui connaissent leur agresseur. Donc, mais oui, c'est ça. J'ai encore entendu quelqu'un qui me disait il faut que j'accompagne ma fille parce que c'est une rue sombre. Et j'ai dit oui, c'est une rue sombre, oui, mais enfin bon, elle a de la famille autour d'elle. Tu la alors, Et donc... Non, c'est l'éducation. Oui, voilà, c'est ça. Certainement que c'est une question d'éducation, mais on n'est pas tout à fait prêt. C'est-à-dire que quand on dit éducation sexuelle pour les enfants, on se dit, qu'est-ce que c'est ? Ça va pas, non. Alors que si on disait, voilà, c'est poser des limites, le consentement, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, voilà. Exactement. Au moins ça, ce serait bien. Oui. Après, moi, je ne désespère pas. Oui, parce que, je me dis, voilà, déjà chez les enfants, on peut faire quelque chose encore. Mais voilà, plus on parle et plus on pourra peut-être ralentir aussi cet effet, ces violences sexuelles, en fait. Moi, j'ai plus aucun tabou à en parler aux hommes que je connais, en leur expliquant, oui, non, mais là, voilà, il y a des limites. Mettre une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Moi, j'en parlerais pas. Mettre une main aux fesses, il recevrait un coup de pied, un coup de genou, là où je pense. Voilà. Donc, ça serait une réponse toute faite. Il ne faut mieux pas parler. Là, le dialogue est impossible. Oui. Des fois, il y a aussi des relations avec des jeux de pouvoir. Et là, c'est plus difficile de donner un grand coup de genou là où il faut. Oui, parce que la plupart des victimes connaissent leur agresseur. Donc, oui, malheureusement, il y a l'intimidation aussi. C'est ça. Exactement. Oui, il ne faut pas se laisser intimider. Et puis, il y a des... En fait, l'idée, c'est que ce soit plus qu'une affaire privée, finalement, la sexualité, ou l'éducation sexuelle, je veux dire.
que ce soit plus une affaire privée, mais une affaire d'État. Exactement. Ça devrait l'être. Concrètement, là, on parle enfin, pour moi, en tout cas, c'est un fléau. C'est un fléau. Oui. Enfin, je veux dire, il y a un trou dans la sécurité sociale. C'est aussi lié à ces violences sexuelles. Lucille Pétavin, le coût de la masculinité. Exactement. De la virilité, pardon. Mais c'est un fléau dans la famille, même entre couples. Mais d'ailleurs, les violences... Sous prétexte qu'on est mariés, il faut accepter. Hein. Ah bah non. Mais avant, l'État ne voulait pas se mêler des violences conjugales. Et c'est pour ça qu'on a aussi, je suppose, autant encore de féminicides. Voilà, bien que ce terme-là ne soit pas encore juridique, hein, il est utilisé par la presse. Mais même M. Macron, en 2019, avait dit, voilà, il faut donner un statut à cette réalité de féminicide. Et puis bon, finalement, ça n'avance pas trop. Mais non, mais au-delà de ça, en tout cas, c'est une prise de conscience que voilà. Mais justement, tu pourrais redéfinir en fait faire la différence entre le viol et l'agression sexuelle. Oui. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Exactement. En fait. Oui, bien sûr. Une agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise. Donc c'est une définition du dictionnaire qu'on trouve sur les sites du gouvernement, mais c'est donc ce qu'on appelle des attouchements communément. Donc c'est un euphémisme, les attouchements, pour parler d'agression sexuelle. Donc c'est quelqu'un qui nous force à nous embrasser, qui nous touche les parties intimes. Et donc un viol, ce qui différencie l'agression sexuelle du viol, c'est que le viol, c'est avec pénétration. Voilà. Donc que ce soit dans la bouche, dans l'anus ou dans le sexe. Et en tout cas, en termes juridiques aussi, l'agression sexuelle est un délit et le viol est considéré comme un crime. Donc il y a aussi cette différence. C'est pas pareil, parce que les peines ne sont pas les mêmes. Et puis la juridiction qui va juger non plus. Exactement. Parce que le viol, c'est assise. Mais le problème dans ça, c'est que comme la justice demande toujours des preuves, quand on est agressé sexuellement... Exactement. Sans avoir été violé, finalement, on ne peut pas porter plainte. Oui, puis le gros problème, relaxé au bénéfice le gros problème quand même, c'est que ça se passe en famille. Et il y a l'amour pour son père, pour son oncle, pour son grand-père, qui vous empêche quelquefois de dire les choses. Enfin, je veux dire, c'est un dilemme épouvantable. Quand ça se passe dans la famille. Et la majeure partie du temps, ça se passe dans la famille. Ou entre voisins, mais pas dans la rue comme ça, en tombant du ciel. Quand même avec Internet et les ados aujourd'hui, ils sont plus c'est plus, c'est encore plus violent. Ça peut être au détour d'une salle de classe, ça peut être à la sortie de l'école. Ah bah oui, parce que pour eux, c'est... Les ados, c'est encore un autre fléau dont on devrait en parler. Mais oui, mais on régresse, justement. Parce qu'à la limite, c'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'une régression, quoi. Je sais qu'il y a des campagnes de cyberharcèlement dans les écoles. Aujourd'hui, c'est très courant dans les écoles à cause des réseaux sociaux. Et il y a des choses qui quand même se mettent en place. Ah oui, c'est fou ça. Après, est-ce que ça veut dire qu'on arrive à stopper tout ça ou limiter? Je sais pas. Stopper, non, parce que l'humain restera un humain, mais limiter, c'est à soi de prendre les armes. Et alors, par exemple, une personne qui a témoigné, est-ce qu'après qu'elle entend son témoignage, ça l'aide, ou alors est-ce que est-ce qu'il y a des retours là-dessus? La première personne qui a témoigné, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas entendre son témoignage et que elle me l'a livré et terminé. Fais-en bon usage. Et puis après, je lui ai quand même fait un retour parce que j'ai eu de très bons retours. De très bons retours, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire que ça leur a fait du bien, qu'elles ont réalisé des choses, que ça les a aidées. D'accord. Donc je lui ai fait ce retour-là parce que je sais qu'elle n'a pas écouté et que voilà. Mais et la deuxième personne qui a témoigné, parce que là du coup je n'ai sorti que 2 épisodes pour le moment, elle m'a dit qu'elle allait écouter l'épisode. Je n'en sais pas plus. Ça fait qu'une semaine qu'il est sorti, donc je ne sais pas. Mais en soi, ces personnes-là, quand on leur demande la raison pour laquelle elles ont voulu témoigner, c'est pour déjà dire faire passer des messages en fait aux auditrices qui sont victimes. En plus, c'est anonyme.
Là, les 2 premières, en effet, ça n'est pas leur vrai prénom, mais ça peut se faire de façon anonyme ou pas. Hein, c'est vraiment. Elles peuvent changer même les prénoms. Oui. Voilà. Donc, ça après. Peur là-dedans. Oui, voilà. En fait, l'idée, c'est de ne pas isoler les victimes. C'est ça. Voilà. Parce que je pense que quand ça t'arrive, tu te sens totalement isolé aussi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est Voire pour ça. Coupable. Oui. Voire coupable, honteuse. Responsable. Voilà. Et c'est pour ça, si je peux finir sur quand même une note positive, parce que c'est un sujet qui est assez lourd, mais en effet, comme tu le dis, c'est un moyen de mutualiser la lutte, en fait. Ce podcast, c'est de se dire, plus on est nombreuses, plus on va arriver à faire quelque chose. Plus on fera peur. Exactement. Et tout à l'heure, tu disais, en fait, quand on est victime d'agression sexuelle, il n'y a pas vraiment de preuves. Alors, pourquoi porter plainte ? Mais je pense que... Dans le sens où, finalement, il n'y a même pas une enquête qui est faite, en fait. Alors, il y a une enquête qui est faite. Voilà. Dans quelles conditions ? Voilà. En fait, il y a donc... Par exemple, déjà, ne serait-ce que voir si la personne est récidiviste ou pas, l'agresseur. Et puis, en ce qui me concerne, moi, son téléphone a été saisi. Donc, les enquêteurs et enquêtrices ont essayé de voir s'il n'y avait pas des messages qui pouvaient porter à confusion. Alors, je peux malheureusement pas en parler beaucoup parce que ça, c'est un autre sujet, mais j'ai été victime d'une ce qu'on appelle les procédures Bayon. Voilà, je sais pas, en fait, c'est quand l'agresseur veut accuser la victime en diffamation. Oui, c'est facile. J'ai été menacée de ça, donc je ne voudrais pas dire des choses qui... Mais on n'a pas dit son nom. Non, donc, voilà. Il y en a pléthore. Parce qu'on a... Comment elle s'appelle Voilà, je n'ai jamais dit son Andrea, nom, mais il a voulu porter plainte contre moi pour soi-disant cyberharcèlement et diffamation. Ça se retourne contre vous. Oui. Voilà, ça se retourne contre moi, mais c'est justement, de toute façon, je continuerai de parler, et pour toutes les autres victimes, il faut qu'on continue ce combat, porter plainte. Sûr, voilà, plus il y aura de plaintes, plus... Il y a une question, il avait un poste important ? Même pas, non. D'accord. C'est un réalisateur, mais voilà, des réalisateurs, il y en a à tous les niveaux. Oui, mais ça entacherait quand même sa carrière. Voilà. Hein. Non, mais ça dépend quand c'était fait, parce que je parlais d'éducation, mais par rapport à ma génération, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ça. C'est sûr, même qu'il est réitéré. Maintenant, tout le monde en parle. Il y a plein de séries qui en parlent. Il faut que les gens soient solidaires et en parlent. Et plus on en parlera, et bien plus les gens auront peur. Donc, on est quand même, ça prendra du temps. Enfin, on ne change pas une société comme ça. Exactement. Non, ça prend du temps. Oui, alors, moi, j'avais lu, mais c'était dans le journal du barreau, ça date de 2013-2014, qu'en fait, quand un agresseur, présumé, portait comme ça plainte en diffamation, eh bien, c'était quand même assez révélateur. C'était un aveu, en fait. Alors, parce que c'est une défense qui est... bien sûr, les avocats, malheureusement, ne sont pas... oui, mais ça, c'est, je pense, la théorie, mais malheureusement, il y a plein d'affaires, comme tout dernièrement, Johnny Depp et Amber Heard. Voilà, on a malheureusement... un reportage à voir, un documentaire, il est sur France 5, je ne sais plus. C'est ça. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Là, La fabrique du mensonge, je crois. La fabrique du mensonge. Incroyable. Oui, j'ai vu ça. Et c'est vrai que, waouh, c'est dingue.